Suisse Courtage, le podcast qui vous tient à la page. Menality, c'est une société de gestion. Donc notre métier, c'est d'investir l'argent confié par vos clients et de faire en sorte que cet argent se valorise sur un horizon de temps raisonnable. Un objectif simple à exprimer, par exemple, ce serait de doubler son capital. Ça peut être un objectif qui nous est donné, doubler mon capital sur 7 ans, sur 8 ans. Que faire pour doubler ce capital? La réponse à cette question, c'est notre métier. Finaltis, le choix qu'on a fait, c'est d'investir au capital d'entreprises, des entreprises qui captent et exploitent au mieux la croissance qui existe dans le monde et dans certains secteurs, pour enrichir les gens qui investissent au sein de ces entreprises, donc qui investissent et qui achètent des actions de ces entreprises. Donc comment on les choisit, Bruno? C'est peut-être toi qui peux nous éclairer. Déjà, un critère très simple, mais très important. Chez Finaltis, on n'investit que sur des sociétés qui gagnent de l'argent. Parce qu'il y a des styles d'investissement tout à fait respectables aussi, qui vont plutôt investir sur des sociétés en grande difficulté, en espérant qu'elles se retournent. Nous, on n'investit que sur des sociétés qui sont souvent cotées en bourse depuis longtemps, parfois même plus de 100 ans, des sociétés qui ont un business model bien établi, qui sont souvent des leaders mondiaux, et on s'inscrit en faux sur un des préceptes, parfois même enseignés à l'école, dans des cours d'économie, où on nous dit qu'il faut prendre énormément de risques pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. En fait, on pense qu'en prenant des risques raisonnables, c'est-à-dire en investissant dans de très belles sociétés, Microsoft, L'Oréal, Ferrari, Schneider, etc. On peut avoir des très beaux rendements, donc on n'a pas besoin d'aller sur des sociétés en difficulté ou sur des investissements très hasardeux pour arriver à doubler son capital sur une période de 7 à 10 ans. Nous, on est des spécialistes de la sélection d'entreprises. Donc on investit dans des entreprises, on investit dans des entités qui sont dirigées par des hommes, des femmes qui sont talentueux, qui l'ont montré, qui ont eu une capacité au cours du temps, dont on pense qu'elle continuera, à délivrer cet enrichissement parce qu'elles offrent un produit qui répond à une demande. Donc les critères ESG, donc l'extra-financier, c'est très important. Alors on a une façon de le regarder chez Finaltis qui est très claire et affirmée. Nous intéressons plus particulièrement aux controverses. Pourquoi ? Parce que les critères extra-financiers sont pour nous, souvent, quand on les respecte pas, des signes avant-coureurs de problèmes à venir. Donc des problèmes qui vont se traduire par une dégradation financière de la qualité de l'entreprise. Nous sommes investisseurs dans un cadre... Alors si on rentre dans la nomenclature européenne, réglementaire européenne, on investit dans un cadre dit SFDR 8, ce qui veut dire que nous intégrons dans notre processus d'investissement les critères extra-financiers, comme je l'évoquais, essentiellement à travers les controverses, plus qu'à travers les notes, qui sont des photographies pas toujours très fidèles d'un état d'une entreprise. Mais nous ne sommes pas des investisseurs SFDR 9, c'est-à-dire que nous ne mettons pas le critère extra-financier en priorité sur le critère financier. Notre objectif, qui nous est confié par vos clients, par nos investisseurs, c'est un objectif d'appréciation de leur investissement. Et dans ce cadre-là, l'extra-financier nous permet de détecter des problèmes à venir potentiels. Tous nos fonds, on gère 6 fonds ouverts en format UCITS, réglementation UCITS, et on gère aujourd'hui un peu plus de 200 mandats dédiés pour des clients. Tous intègrent les critères extra-financiers en tant que possibilité d'événements financiers de dégradation future. Nous ne sommes pas là sauf si le client nous demande, mais on n'est probablement pas la meilleure maison pour faire ça, pour avant tout faire de l'investissement extra-financier. On le fait au service de cet objectif d'appréciation du capital. Et notre grille d'analyse extra-financière est très importante et on l'a mis en place, non pas pour être à la mode, mais pour justement détecter en amont des problèmes qui parfois surviennent du côté des controverses, du comportement de certains dirigeants, de pratiques comptables un peu douteuses, sportives. Ouais. Et en fait, c'est des problèmes qui vont apparaître en amont d'un effet sur le compte de résultat. Donc nous, ça nous a évité, on va pas prendre de cas, on va blesser personne, mais ça nous a permis de sortir de certaines entreprises très en amont, avant que les chiffres se dégradent sur le compte de résultat.
Alors c'est un marqueur d'instabilité. Pourquoi ? Parce que vous évoquiez tout à l'heure l'environnement géopolitique, l'environnement macroéconomique. Bon, la nature profonde du futur, c'est son incertitude. Donc on ne sait pas où on va, je veux dire de manière générale. Notre métier, c'est d'essayer de réduire l'incertitude. L'or est un bon indicateur du niveau d'anxiété globale. Donc pas que, mais c'est un des indicateurs. Donc un des facteurs d'appréciation de l'or, c'est justement un accroissement de l'incertitude. On a une incertitude, alors en Europe, économique très forte. On est dans un monde en forte croissance, mais l'Europe, la zone euro, n'a pas vraiment de croissance. Et on a des crises dans certains de nos pays européens de gouvernance. Tout cela brochant sur en plus un environnement géopolitique où clairement on est au retour de politique beaucoup plus, de géopolitique beaucoup plus agressive. Au sens littéral du terme, puisque ça faisait plus de 70 ans qu'on n'avait pas eu de conflit majeur. Alors on a eu des guerres civiles, malheureusement, mais on n'a pas eu de conflit interpays, des conflits entre entités souveraines sur le territoire européen depuis 70 ans. L'agression russe en Ukraine est une rupture, et les potentiel de conflits à venir, avec clairement des blocs qui sont en train d'exprimer pleinement leur hostilité et ne recourent plus seulement ou difficilement au doux commerce pour gérer leurs relations, mais sont susceptibles d'entrer en conflit majeur. On pense à la Chine, l'Inde, demain peut-être malheureusement Taïwan, et il y a trop d'exemples comme ça. Donc on a un contexte qui est très incertain, y compris pour des raisons géopolitiques, et l'or est une façon qu'ont les êtres humains et dans nos sociétés de se prémunir de ces risques en constituant une réserve de valeur à travers l'or. Et comme l'or s'extrait difficilement, notre fonds Gold investit sur les entreprises d'extraction minière aurifère, essentiellement. Et bien ces entreprises que nous sélectionnons également avec des critères extra-financiers profitent, entre guillemets, mais pas dans le mauvais sens du terme, elles sont dans cet environnement. L'or s'apprécie, l'once d'or est passé de 1700$ à 3600$ l'once en très peu de temps. Donc c'est quelque chose qui reflète cet environnement géopolitique très incertain, et évidemment les minières aurifères s'apprécient. Donc notre fonds minières aurifères qui a plus de 90% de hausse depuis cette année, c'est simplement parce que on a choisi des entreprises bien gérées qui profitent de l'appréciation de l'or. Alors il n'y a pas que l'incertitude qui explique que l'or monte. Vous avez également sa caractéristique de réserve de valeur fait que dans cet environnement géopolitique, avec des blocs qui s'affrontent, on pense notamment la Chine et la Russie d'une part et les États-Unis d'autre part, eh bien les deux premières que j'ai citées sont dans une recherche de dédollarisation de leurs économies, et elles vont essayer de crédibiliser leurs économies, et dans le cas de la Russie, essayer de sauver leur économie en ayant des réserves d'or les plus conséquentes possibles, ce qui crée une demande encore plus forte et renchérit l'or. Donc on a plusieurs phénomènes qui se nourrissent et créent un cycle d'appréciation de l'or qui, à notre avis, n'est pas terminé. Et nous qui sélectionnons des minières aurifères très bien gérées, eh bien, nous considérons qu'il y a un potentiel encore très important d'appréciation sur ces minières aurifères. On a déjà presque une longue relation avec Swiss Courtage, donc on a eu le plaisir de servir avec Swiss Courtage des clients, de répondre à des besoins clients, donc chacun dans son rôle, Swiss Courtage fournissant l'expertise sur la partie assurance, sur le réceptacle qui est stratégique, qui s'appelle le fonds interne dédié luxembourgeois, et nous, notre travail, c'est dans cette belle enveloppe optimisée fiscalement, qui va optimiser la récupération du dividende, qui va permettre de s'appuyer sur cette épargne pour faire du crédit lombard, par exemple. Nous, c'est de mettre dans cette poche des lignes, des titres de propriété d'entreprises qui ont de la croissance, qui ont de la crédibilité, qui résistent aux crises. Et voilà, donc on fait très très bon ménage avec Swiss Courtage, chacun dans son domaine d'expertise. Nous, on n'est pas capable de faire un bilan patrimonial comme Manon, comme vos experts, et Renaud, et voilà.
donc on est très complémentaires. Et ce qui est très important aussi, c'est de bien avoir en tête que l'indépendance est garantie à tous les niveaux pour le client, puisqu'il n'y a pas de flux financier entre Swiss Courtage et Finaltis et vice-versa. Quand Finaltis est proposé à un client de Swiss Courtage, ou quand nous on va proposer Swiss Courtage comme courtier, c'est parce qu'on pense qu'ils sont tout simplement les mieux positionnés. Tout à fait. En fait, si on filait une métaphore très simple, on fabrique pour nos clients des véhicules. Alors une Ferrari par exemple, nous on fournit le moteur dans la Ferrari et c'est vous qui choisissez, vous êtes à la fois Pininfarina et l'assembleur de la voiture. Voilà, nous on fournit le moteur de croissance et qui va permettre à cette voiture de se mouvoir. Voilà.